Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Malikoura Tassera, saison 2. Face à la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali depuis plusieurs années, les Maliens se sont retrouvés à un moment donné pour convenir de solutions appropriées en décidant de refonder leur État, redresser l'État, promouvoir la bonne gouvernance, adopter un pacte de stabilité sociale ou encore engager des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives. Ce sont là quelques vastes chantiers sur lesquels travaillent les autorités de la transition. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette refondation de notre État? Quelles sont les perspectives? On en parle avec Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Merci d'avoir répondu à notre invitation en plateau avec moi pour conduire cet entretien. Sékou Tangara de Africable Télévision. Bonsoir Sékou. Bonsoir Ibrahim. Monsieur le ministre, une transition pour jeter les bases et amorcer la refondation du Mali dans tous les domaines. D'abord, expliquez-nous ce qui fonde cette vision de la refondation telle que définie dans un cadre stratégique adopté par le gouvernement. Merci Ibrahim. Je commence par saluer le peuple malien qui a cru en cette nécessité du changement. Il aura fallu une crise multidimensionnelle de tous ordres, d'une profondeur jamais inégalée, pour que les Maliens se rendent à l'évidence qu'il faille réformer profondément le système de gestion de l'État, que dis-je, de notre nation. Et tous les domaines étaient concernés, à commencer par la souveraineté et l'indépendance même de notre État vis-à-vis d'autres nations. Mais d'ores déjà, ce qui a été le plus criard des problèmes a été justement la désorganisation de notre système de défense et de sécurité, où en 2012, nous avons vu les tout-venants venir remettre en cause l'existence de l'État, où l'armée, le système de sécurité, mais aussi l'administration, la justice et même les populations ont abandonné de grands pans du territoire national. Ces dysfonctionnements devraient trouver des réponses. Les autorités de la transition, après une série de manifestations populaires, ont été installées et ont décidé d'aller vers ce changement en profondeur. C'est ce qui a été dénommé refondation. Il s'agissait de revoir tous les secteurs de notre vie nationale, un à un, les mettre au milieu de l'ensemble des forces vives à l'occasion des Assises nationales de la refondation pour actualiser notre approche, notre compréhension de ces problèmes, mais aussi les solutions qui, d'ailleurs, avaient été partiellement proposées à l'occasion de forats différents. Donc, il s'agissait donc de trouver des réponses. Mais d'ores déjà, les Assises nationales de la refondation, qui se sont tenues depuis le nouveau communal, des cercles, des régions, mais aussi des pays de résidence des Maliens de l'extérieur, ont, lors de leur phase finale, pu répertorier près de 517 recommandations, qui sont en fait les desiderata exprimés de bonne foi, sincèrement, mais également cela ressort d'une volonté profonde de changement des différentes forces vives du pays. L'engagement a été pris au niveau des autorités de la transition de mettre fidèlement en œuvre ces recommandations. C'est ce qui a conduit à l'élaboration d'un document de stratégie qu'on appelait cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti d'un plan d'action qui reprend point par point les 517 recommandations, sans dénotation aucune, sans modification quelconque, pour justement être fidèle à la volonté exprimée du peuple malien et pouvoir les mettre en œuvre
suivant une méthodologie claire. La méthodologie commence déjà par l'identification d'une vision. La vision du Mali Koura, du Mali nouveau, d'un Mali bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable et du vivre ensemble, et respectueux des droits de l'homme et de nos valeurs socio-culturelles. Justement, Monsieur le ministre, vous parlez de Mali Koura. Question conceptuelle, en parlant de Mali Koura, est-ce qu'on ne fait pas plutôt allusion au Mali Koro, l'ancien Mali des royaumes, des empires, où il y avait la probité, la dignité, la loyauté, l'attachement à la patrie? Est-ce que le Mali Koura, ce n'est pas beaucoup plus le Mali Koro qu'un nouveau Mali? On entend ce débat dans la rue. Vous savez, c'est une sorte de renaissance. Et quand on renaît de nouveau, on est nouveau. Et c'est cela le Mali nouveau dont nous avons besoin, le Mali Koura. Et d'ailleurs, le Mali qui est tombé à genoux, en 2012, c'est le Mali qui a justement oublié nos valeurs. Nous avons intégré un système de gouvernance qui ne pouvait qu'être ce que nous avons vécu, c'est-à-dire une déliquescence de l'État, du système social, de notre nation, et nous avons été la risée du monde. C'est cela le Mali Koura dont nous avons besoin, c'est-à-dire reprendre les choses, mais dans le bon ordre, mais de façon holistique et complémentaire. Parce que nous avons très souvent fait des diagnostics et des réformes partielles et parcellaires. Qu'est-ce que je dis comme ça? Nous avons tenu souvent des états généraux sur la justice, sur l'éducation, des assises sur le foncier, sur l'environnement, sur la décentralisation, sur tel sujet, sur tel autre sujet, sur la défense, la sécurité, sur la réconciliation, sur la paix, la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif. Mais chaque fois qu'il a fallu aller vers les réformes, les différents domaines de réforme n'ont pas tenu compte des autres. Et donc, nous nous sommes retrouvés à faire des programmes décennaux à répétition avec des financements perdus parce qu'on se retrouve chaque 10 ans à reprendre les mêmes choses parce que les réformes ne se parlaient pas, les réformes ne se complètent pas. Donc cette fois-ci, il s'agit de dire, puisque tout est allé à volo, revoyons tout ensemble. Monsieur le ministre, pour vraiment mettre tout cela en œuvre, il faut une bonne gouvernance. Parlons justement de cette gouvernance spécifiquement. À ce niveau, qu'est-ce qui a été fait concrètement, surtout cette année? La bonne gouvernance commence par la lutte implacable contre la corruption, mais aussi l'impunité. Mais cela, pour y parvenir, il faut des principes que chacun respecte, à commencer par l'État, mais aussi les autres acteurs de la vie nationale, jusqu'aux citoyens. C'est ce système de bonne gouvernance que nous désirons instituer. Et nous avions une constitution qui avait institué des institutions, mais qui n'ont pas été adaptées à nos réalités. Et d'ailleurs, nos conscients que nous avons eus jusque-là ont été d'inspiration extérieure. Et même les différentes tentatives qui avaient été faites, au moins 4 fois, nous avons vu que ce sont juste d'autres expertises venues d'ailleurs qui ont voulu nous imposer leur conscience. Mais cette fois-ci, vous avez vu qu'au sortir des assises, le peuple malien a désiré une nouvelle constitution et a même donné les éléments de base de cette constitution. Et alors, le chef de l'État, président de la transition, a mis en place une équipe d'experts pour travailler de façon inclusive et participative avec l'ensemble des forces vives pour justement avoir une compréhension commune de ces principes constitutionnels et ce qui nous a donné après plusieurs étapes un avant-projet de constitution, ensuite qui était un projet de constitution qui a été vulgarisé et partagé et qui est passé par un référendum et qui, après adoption de cette nouvelle constitution, a consacré la nouvelle République, la 4e République, avec le décret de promulgation du 22 juillet 2023. Ça participe de la gouvernance. Mais d'ores déjà, quand vous prenez cette nouvelle constitution, c'est un nouveau système étatique.
Déjà, j'ai parlé des institutions. Il faudrait qu'on ait désormais un président qui assume toutes ses responsabilités, à qui on donne les coups de franche, mais qui peut être tenu responsable en tant que président de la gestion du pouvoir qui lui a été confié. Mais également un exécutif qui est aujourd'hui constitutionnalisé parce que le gouvernement, avec un nombre de départements ministériels qui va être déterminé, va être responsabilisé devant le président, l'ensemble constituant l'exécutif, avec une administration aussi constitutionnalisée aujourd'hui, avec des forces de défense et de sécurité constitutionnalisées, qui ont en face d'eux les contre-pouvoirs parlementaires également mieux responsabilisés, une Assemblée nationale avec un Sénat donc, qui est doté d'un pouvoir législatif mieux que le Haut Conseil des collectivités que nous avons. Mais nous avons aussi un système judiciaire qui a été refondu à travers cette nouvelle constitution, puisque la Cour constitutionnelle a été mieux responsabilisée dans ses attributions aujourd'hui, autant dans le contrôle des constitutionnalités des textes, mais également en matière électorale. Vous verrez aussi que nous avons une Cour suprême qui a été mieux recentrée sur justement ces domaines de compétences judiciaires, en matière judiciaire, mais aussi une Cour des comptes, puisque la section des comptes de la Cour suprême qu'on avait connue jusque-là va être érigée en Cour des comptes. Mais également, vous avez vu que le Conseil économique, social et culturel a été recentré dans ses attributions en y ajoutant l'aspect environnemental qui est très prononcé aujourd'hui. Et d'ores et déjà, il y a un certain nombre de structures qui n'étaient pas constitutionnalisées, comme les autorités administratives indépendantes, qui sont des véritables leviers complémentaires du système institutionnel qui aujourd'hui ont été créés par le nouveau. Oui, mais Monsieur le ministre, par rapport à la nouvelle constitution et à la gouvernance, souvent on a du mal à vous suivre. Par exemple, autant on a bien applaudi la fusion de certaines institutions, Conseil économique, social, culturel et environnemental, autant on a apprécié la dissolution de la Haute Cour de justice, par exemple. On ne comprend pas une deuxième chambre dont beaucoup de pays voisins sont en train de s'éloigner parce que budgétivore. Budgétivore, je ne pense pas, puisque déjà, je l'ai dit tantôt, c'est juste une institution qui remplace le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui avait aussi un budget qui était une institution permanente. Sauf que dans les modes d'intervention de ce Haut Conseil de collectivité, l'efficience n'était pas là. L'efficacité de son action n'était pas du tout comme ça. Et il s'agit maintenant de donner un véritable pouvoir parlementaire, législatif, à côté de l'Assemblée nationale, pour le compléter. Et d'ailleurs, de par sa composition, le Sénat a une vision qui intègre justement les attentes des populations à la base, des forces vives à la base, puisque ce sont les représentants des collectivités territoriales, mais aussi des légitimités traditionnelles, des Maliens établis à l'extérieur, ainsi que des citoyens ayant rendu des services exceptionnels à la nation, qui ont une approche moins politisée de l'action législative. Monsieur le ministre, on parle beaucoup de souveraineté retrouvée, notamment souveraineté politique, souveraineté surtout économique. À ce niveau, qu'est-ce qui est envisagé concrètement ou qu'est-ce qui est en cours pour que les Maliens retrouvent leur souveraineté, surtout économique? Vous savez, l'essence de l'État, c'est l'indépendance et la souveraineté. C'est l'absence de sujétion à toute autre puissance, quelle que soit, que la seule volonté du peuple. Et cette souveraineté, je l'ai expliqué tantôt, nous ne l'avions pas, ne nous leurrons pas. Nous ne décidions pas par nous-mêmes. Même le choix des candidats à la présidentielle était décidé ailleurs. Même la date de tenue de nos élections était décidée ailleurs. Et certains se sont même dit intraitables sur le respect de ces calendriers. Très souvent, nous avons assisté à la proclamation des résultats
par des puissances extérieures avant même notre Cour constitutionnelle. Nous n'avions pas le choix de nos partenaires. Notre armée ne pouvait pas se procurer de matériel de guerre et autres équipements en dehors de la volonté d'autrui. Tout cela est derrière nous aujourd'hui. Nous avons retrouvé notre souveraineté. Nous sommes en train de décider de notre nouveau système éducatif, les États généraux sur l'éducation sociale, les États généraux sur la jeunesse, les États généraux sur la migration. Nous aurons soupé les États généraux sur la justice. Nous avons les coudées franches pour toutes les réformes que nous voulons aujourd'hui. Et vous voyez aussi que ça ne se fait pas nécessairement dans la facilité, puisque nous avons repris le terrain qui était occupé par d'autres entités, d'autres États souverains au détriment de nous-mêmes. Et ça, c'est une souveraineté retrouvée, à n'en pas douter. Nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas les libertés de mouvement sur notre propre territoire. L'espace aérien n'appartenait pas au Mali. L'État du Mali devrait demander autorisation à d'autres puissances pour pouvoir survoler. Ça, c'était quelque chose qui faisait mal. Mais aujourd'hui, nous avons une vision. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que tout ce qui nous a manqué jusque-là, c'était un triptyque. Le triptyque, c'est quoi? C'est déjà d'avoir une vision à soi, sans influence aucune. Ensuite, mettre en œuvre cette vision. Parce qu'une chose est de décider de quelque chose, très souvent qu'on classe dans les tiroirs d'ailleurs, une autre est de mettre ça en œuvre parce que nous avons foi en notre peuple et nous voulons respecter cette volonté de ce peuple. Oui. Et la troisième chose qu'il ne faudrait pas oublier de ce point de vue, c'est le leadership courageux. Très souvent, c'est cela. Nous avons vu nos chefs d'État ou autres responsables politiques décider de quelque chose pour se dédire le lendemain. Et cela n'est plus. Et ce qui a manqué, c'est ce qui constitue les éléments de souveraineté dont on parle très souvent. Justement, Monsieur le ministre, votre département est transversal. Refondation de l'État, c'est dans bien des domaines. Comment est-ce que vous faites pour ne pas marcher sur les plates-bandes des autres collègues? En parlant, par exemple, Ibrahim a parlé de souveraineté économique, on peut parler aussi de souveraineté énergétique. Comment est-ce que vous abordez ces questions-là avec vos collègues d'autres départements? La chose est simple. Le département de la refondation, c'est comme dans le cadre du chantier d'un édifice, un immeuble que vous voulez construire. Le département de la refondation représente de façon imagée l'architecte de l'immeuble. L'architecte parle de tout, du soubassement, comme des murs, comme des poutres, comme des soutenants, comme des entrées, des fenêtres, des sorties, des lignes pour l'électricité ou pour la plomberie ou pour le toit, la position de toit, la couleur de la peinture et autres. C'est cela. Mais ce n'est pas la refondation qui mettra en œuvre ces politiques sectorielles. L'œuvre de la refondation, c'est de permettre à chaque département de connaître sa place et son rôle dans l'ensemble pour que toutes les politiques soient exécutées, les unes tenant compte des autres. Et c'est pour cela que j'ai dit, nous avons fait souvent fausse route en pratiquant en vase clos des politiques sectorielles qui ne parlent pas aux autres. Et c'est cela l'œuvre de refondation. Monsieur le ministre, le Mali croît, c'est aussi avec des Maliens croix. Est-ce que vous avez une politique dans ce sens pour changer véritablement le Malien? Parce qu'on ne peut pas changer le Mali sans les Maliens. Absolument. Et c'est pour cela, dans la vision de la refondation, nous avons parlé d'un Mali courant respectueux de nos valeurs socio-culturelles, des droits humains. Oui, sans le Mali d'Inkoura, il n'y a pas de Mali Koura. Et c'est tout le challenge, et c'est la chose la plus difficile, à tous les niveaux, au niveau individuel, dans les familles, dans la communauté, au niveau de l'administration, de l'État, de l'armée et de tous les pans de la société.
Et opportunément, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a, à l'occasion d'une session du Conseil des ministres, décidé que nous allions à la recherche de nos valeurs sociétales positives pour les insuffler en le nouveau Malien. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et à l'occasion, un comité d'experts constitué de personnalités de divers profils, mais profondément ancrés dans nos valeurs, a été constitué pour faire justement le point de ces valeurs socio-culturelles. Et nous avons aujourd'hui un projet de programme national d'éducation aux valeurs. Et de programme national d'éducation aux valeurs qui va être enseigné depuis le niveau de base à l'école, depuis le fondamental, le secondaire, au niveau des établissements d'enseignement secondaire, au niveau de l'université, mais aussi dans les écoles professionnalisantes, les écoles de formation des agents de l'État, comme l'ENA, comme l'EMIA, comme l'Institut de formation judiciaire ou autres, où justement ces principes-là vont être enseignés aux nouveaux Maliens, pour que désormais le Malien, comme sous la Première République, ait honte de voler, de connaître des principes en marge de la bonne gouvernance. Comme sous la Seconde République, le Malien ait peur de voler et que, en se sachant malien, il y a des actes qu'on s'interdit de faire et il y a des actes qu'on s'impose, il y a des comportements qu'on s'impose. Et c'est ce Mali d'Inkoura dont nous avons besoin. Et tout le challenge se trouve à ce niveau, puisqu'il faut aussi qu'on insiste sur le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour de la famille, l'amour de notre nation en un mot. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a le capital humain pour implémenter toutes ces réformes-là, puisque la première des richesses, c'est l'homme? Où est-ce que vous en êtes avec le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, plus précisément? Pour déjà en arriver là, je commence par dire qu'en fait, de tous les corps sociaux, nous savons que l'armée est la société humaine la mieux organisée qui soit, la plus disciplinée. Et que, en imposant les principes qui caractérisent cette armée aux autres pans de la société, aux autres citoyens, nous pourrons parvenir justement à ce citoyen modèle. Et d'ailleurs, c'est une forte recommandation des Assises nationales de la refondation de dire que désormais, toute nouvelle recrue de la fonction publique passera par les mailles de l'armée avec les services national de 6 mois au moins pour justement lui insuffler ça. Et depuis 2021, toutes les nouvelles recrues de la fonction publique, quel que soit le corps d'appartenance, sont passées systématiquement par cette formation. Et j'avoue, je vous le dis, que ça a donné du résultat déjà. Je puis dire que les stagiaires qui sont passés par le ministère de la Refondation, et rendez-vous bien compte que c'est du même ordre que tous les autres départements, sont parmi les meilleurs agents aujourd'hui. Ils sont toujours les premiers au service, à l'heure. Ils sont parmi les derniers à partir, mais qu'ils exécutent les tâches confiées à la satisfaction, avec un suivi et un compte-rendu. Voilà le nouveau citoyen dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, je caricature souvent, j'ai dit, désormais, et c'est aussi une proposition des assises qui a été satisfaite, une recommandation des assises satisfaite, nous avons pu militariser la police nationale, à cette volonté du peuple national, la protection civile, qui sont devenus maintenant des corps militaires à part entière. J'en viens justement au système intégré de gestion des ressources humaines, puisque nous sommes dans un État où on ne connaît même pas le nombre de fonctionnaires ou d'agents de l'État qui émargent au budget national. Tellement cela a été désorganisé et politisé. J'en viens à cette terminologie-là. Donc, ce système intégré de gestion des ressources humaines nous permet justement d'inventorier l'ensemble des agents de l'État,
fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales ou autres agents, quel que soit son statut. Donc, il s'agit d'abord, dans une première phase, de les recenser, c'est-à-dire sur pièce, en conceptuant un système informatique, un logiciel aujourd'hui qui permet maintenant d'identifier biométriquement l'ensemble des agents qui ont été recensés pour confirmer leur présence effective en tant qu'agents de l'État et déterminer leur statut. Nous aurons eu justement une base de données fiable pour mieux monitorer déjà les ressources humaines que nous avons. Et ça, c'est une avancée très importante. Déjà, à ce stade, nous nous rendons compte qu'il y a un lot important d'agents fictifs, mais qui émargent au budget national. Je dis souvent que c'est une politisation parce qu'on a recruté très souvent dans le désordre. Ça commence donc par les modes de recrutement. Les Assises nationales de la refondation l'ont recommandé, il faudrait moraliser les concours d'accès à la fonction publique. Et depuis 2021, c'est du zéro fraude. Tout ce qui passe à la fonction publique, c'est sur la base du mérite, au fondement. Et ça, c'est une politique implacable qui est appliquée. Et toute personne qui est prise à défaut est sanctionnée nécessairement. Et cela pour avoir des ressources humaines, puisque c'est par les établissements scolaires et universitaires que cela passe. Aujourd'hui, les examens du DEF et du bac sont maîtrisés à tout point de vue. Monsieur le ministre, tous les régimes qui se sont succédés au Mali sont venus avec leur opération de lutte contre la corruption sous la Première République, opération Taxi, la lutte contre l'enrichissement illicite sous le président Moussa Traoré. Récemment, une année a été décrétée année de lutte contre la corruption, mais malgré tout, le phénomène persiste. Vous également, vous parlez de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui va différencier votre lutte contre la corruption des précédentes, finalement? Malheureusement, la corruption dans notre société a été normalisée. Et tout le monde presque semble se satisfaire de cela, puisque chacun y trouve son compte. Je dis tantôt qu'on accuse souvent les hommes politiques au pouvoir, c'est vous qui voyez. Je rétorque souvent que, sauf que les hommes politiques, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec des magistrats. Ils étaient avec des fonctionnaires, ils étaient avec des militaires, ils étaient avec des opérateurs économiques, ils étaient avec des leaders religieux, ils étaient avec des simples citoyens, chacun profitant du désordre organisé et pour ses intérêts personnels, en oubliant que c'est cela qui contribue à la déliquescence et en définitive à la chute de l'État. Il s'agit maintenant de se remettre en cause. Le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui permet maintenant de mieux améliorer la gouvernance d'État, mais aussi responsabiliser chaque entité, chaque structure, où que se trouve, à commencer par le système administratif, le système judiciaire, les autres intervenants du secteur privé, de la société civile, parce que tout le monde y va de son acte, de son action, dans justement la perpétuation de ce système de corruption. Maintenant, il va falloir aller à cela vers une lutte implacable. Et je crois que le résultat est là. Monsieur le ministre, en 2024, à quoi devrait ressembler le Mali refondé et quel est votre appel ce soir à l'endroit de vos compatriotes et de tous ceux que vous suivez en ce moment? Depuis 2021, nous avons vu que beaucoup de choses sont possibles. Oui, le renouveau est possible. Et tous les engagements que les autorités de la transition ont pris ont été littéralement respectés. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais tout ce qui a été dit a été littéralement fait. Donc quelque chose est possible. Et j'ai dit, la première déjà, c'est assumer notre indépendance et notre souveraineté. Ce n'était pas donné d'avance puisque vous avez vu les forces contraires qui étaient là. Et quelqu'un a comparé cela à une nouvelle indépendance. Oui, j'ai dit c'est une nouvelle indépendance. Sauf qu'à la différence du 22 septembre 1960, où nous faisions face juste à la France et à quelques sous-fifres de la sous-région qui empêchaient
l'érection de la fédération, en tout cas son existence, aujourd'hui, nous avons dû faire face à la France et tout ce qui se trouve derrière, l'OTAN, mais aussi tout ce qu'on a appelé les communautés internationales, mais encore plus grave, les pays de la CEDEAO, les pays de nos communautés CEDEAO, UEMOA, qui se sont mis en ordre de bataille juste pour contrer la volonté du peuple malien de se prendre soi-même en charge. Mais nous avons eu gain de cause, nous avons eu raison d'eux, parce que nous nous sommes dit, tant que nous ne nous assumons pas en tant que Maliens, personne ne viendra nous aider. Nous avons voulu une nouvelle conscience, nous l'avons aujourd'hui. Nous avons trouvé que la Comatex était fermée, les chemins de fer étaient à l'arrêt, le système de production sucrière également, l'UMPP était fermé, et tout ce qu'on ne pouvait pas penser possible, aujourd'hui devient possible, avec un leadership éclairé, volontariste et respectueux justement de la volonté du peuple. Donc le Mali que nous attendons, c'est de mettre allègrement le cadre stratégique de la refondation de l'État en œuvre, qui est en fait la résultante des assises nationales de la refondation, progressivement. Et vous avez vu que ce cadre stratégique a répertorié des actions prioritaires, au nombre de 55, plus de 155 actions prioritaires complémentaires à mettre progressivement en œuvre, ainsi que les autres. Et d'ailleurs, nous sommes à un taux satisfaisant de mise en œuvre de ces actions-là. Et je pense que le prochain rapport du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation, qui est aussi une innovation, va nous permettre de connaître justement le taux de réalisation des actions, et d'ailleurs que ça se voit à longueur de journée, que ce qui est dit est fait. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire que l'avenir est entre nos mains nous-mêmes. Et les résultats, nous les aurons à la sueur de nos fronts, mais nous les aurons progressivement. Le Mali que nous voulons, c'est sur une génération au moins. Et nous devons assumer notre devoir de génération. Il ne faudrait plus qu'on se satisfasse d'une situation où tout le monde, y compris, par exemple dans le système éducatif, y compris les parents, y compris les enseignants, sont dans justement la fraude. Un enfant qui voit son père au-devant de lui, cherchant des faux sujets, cherchant à lui faire parvenir des corrections en salle d'examen, cet enfant ne pourra pas être un citoyen modèle. Il faudrait qu'on soit sincère avec nous-mêmes, qu'on ait plus de vérité dans ce qui s'est fait dans notre société, et notre société tiendra debout. Il n'y a pas de solution magique, il y a juste à s'assumer, et le garant, c'est le peuple malien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci Sékou. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et grand merci au Musée national qui nous accueille ici tous les soirs. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Merci. Merci bien.